Bonjour à tous. À l'occasion de cette période difficile liée à la pandémie de Covid-19, je reçois beaucoup de questions de clients, salariés, employeurs sur les modifications toutes récentes du droit du travail et sur la façon dont ce droit du travail en pratique est modifié par rapport au déconfinement du 11 mai. C'est pourquoi j'ai fait le choix de réaliser cette formation synthétique par le biais de cette vidéo en libre accès. Ce qu'il faut rappeler d'emblée, c'est que la réouverture des entreprises et la reprise de l'emploi ne peuvent bien entendu pas se faire sans tenir compte de règles sanitaires strictes de précaution. Nous avons, avec mon équipe, sélectionné quelques questions récurrentes qui, nous l'espérons, par mes réponses, vous aideront à reprendre votre activité avec le plus de sérénité possible en votre qualité de salarié ou d'employeur. La première question qui nous est régulièrement posée est de savoir les mesures qui doivent être mises en place dans l'entreprise pour garantir la santé des salariés. Le Code du travail rappelle que l'employeur, quelle que soit la taille de son entreprise, est soumis à une obligation de santé. Autrement dit, s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette obligation, l'employeur engage sa responsabilité. Ça veut dire concrètement qu'il peut y avoir des recours devant les juridictions civiles et donc des dommages et intérêts à verser par l'employeur aux salariés par exemple. Ça signifie également contentieux possible devant les juridictions pénales par des sanctions pénales par la suite qui peuvent être prononcées. Cette obligation de santé, de sécurité, elle a d'abord un volet important de prévention des risques professionnels. C'est-à-dire qu'il faut agir en amont d'une éventuelle difficulté d'ordre médical. Très concrètement, cela implique de prendre certaines mesures, organiser le maintien de l'activité en limitant le nombre de personnes présentes simultanément sur le lieu de travail, par exemple, en passant par des horaires décalés, en passant par une poursuite du télétravail sur certains postes. Cela peut passer par éviter les réunions dans des espaces réduits, privilégier les bureaux individuels en repensant parfois l'agencement des bureaux, encourager la communication entre collègues, avec les clients, par email, par téléphone, par visioconférence, dans la mesure du possible, bien entendu. Si vous recevez des clients, je pense en tout particulier aux commerçants qui vont reprendre leur activité, il vous sera nécessaire de limiter le nombre de clients, d'organiser une file d'attente à l'extérieur, d'afficher des consignes générales d'hygiène, de mettre à disposition du gel à l'entrée, de mettre en place par exemple une distance de sécurité, voire des dispositifs spécifiques. Je pense notamment à ces vitres en plexiglas que l'on trouve dans les supermarchés. Enlever les revues et les documents des salles d'attente, veiller à l'approvisionnement régulier en savon à côté des lavabos. Ce sont là quelques illustrations que vous pouvez bien entendu adapter en fonction de votre activité. Mais vous voyez, l'employeur a pas mal de mesures à mettre en place et qui doivent être réfléchies assez à l'avance pour être prêts lors de la reprise. Il y a en parallèle 60 fiches métiers que le gouvernement a rédigées et en fonction des métiers, des secteurs d'activité, nous avons des mesures, une marche à suivre et nous pouvons nous référer utilement à ces fiches pour savoir quelle conduite tenir en termes d'obligation, de prévention des risques. Et puis, à côté de ces mesures, il y a des dispositifs dont on entend parler dans les médias, par exemple la prise de température des salariés à leur prise de poste le matin. Alors au départ, la CNIL interdisait les employeurs à obliger les salariés à communiquer quotidiennement leur relevé de température, mais les préconisations du ministère du Travail semblent évoluer finalement positivement en faveur de cette prise de température, mais sous certaines conditions. Quand on parcourt les recommandations du ministère du Travail par le biais de son questionnaire du 10 avril 2020,
la mise en place d'une politique de relevé de température, elle doit être d'abord proportionnée à l'objectif poursuivi pour être en conformité avec le Code du travail. Autrement dit, ça signifie que la prise de température, elle doit être réservée aux salariés affectés à des postes à risque. Pensons par exemple aux infirmiers, aux infirmières qui travaillent dans des laboratoires d'analyse. Il est assez légitime qu'une prise de température soit faite le matin lors de la prise de poste. Par ailleurs, au-delà de cet objectif poursuivi nécessaire, légitime, il y a le principe d'information préalable des salariés. Cela signifie que l'employeur doit informer sur la conservation des données, sur les conséquences en cas de température au-dessus de la moyenne. Tout cela doit faire l'objet d'une information du personnel. Comment on peut le faire? Par le biais d'une note de service que l'employeur peut rédiger, et cette note de service peut être diffusée par email à l'ensemble du personnel de l'entreprise. À côté de ces deux conditions, il y a les principes essentiels qui restent en œuvre, c'est-à-dire la garantie du principe de dignité, par exemple. On n'effectue pas des relevés de température comme ça devant tout le monde ou en obligeant de se déshabiller partiellement ou totalement pour faire une prise de température. Ça, c'est la mise en œuvre du principe de dignité. Quatrième condition, il convient qu'il y ait une information sur les conséquences d'un refus par un salarié à la prise de température. Là encore, il doit y avoir une note de service qui a été diffusée très largement et dont l'employeur peut prouver qu'elle a été diffusée. C'est pourquoi je vous préconise un envoi email. Et ces conséquences, comme ça, sont connues par tout le monde si jamais on refusait une prise de température. À côté de ce dispositif, il y a l'aménagement des espaces de travail jugés davantage à risque, comme les open space. Ici, l'employeur devra être encore plus précautionneux pour éviter l'engagement de sa responsabilité. Tout employeur, quelle que soit la taille de son entreprise, quel que soit son secteur d'activité, doit avoir mis en place, on ne le sait pas suffisamment, un document unique de prévention des risques. Pour ceux qui disposent de ce document unique, il est temps de l'actualiser. C'est le moment, les contrôles se multiplient et il convient d'avoir ce document unique à jour. Pour ceux qui n'ont pas encore de document unique de prévention des risques pour leur entreprise, rien n'est trop tard. À titre personnel, j'en rédige chaque semaine. Je vous laisse le soin de me contacter si vous entendez que je vous accompagne sur cette rédaction. Il est important de prendre des principes de précaution en cette période de crise où les risques peuvent être décuplés. À côté de ce document unique, certaines entreprises peuvent avoir mis en place ce que l'on appelle un plan de continuité d'activité, les PCA. Et dans ces PCA, ce que je préconise, c'est l'insertion d'un chapitre qui regrouperait toutes les mesures que vous avez mises en place à l'occasion de cette crise liée au virus. À côté de cette obligation de prévention, il y a une obligation de traitement des risques. Quand on se réfère aux recommandations du ministère du Travail, la durée de vie sur les surfaces sèches du Covid-19 est de quelques heures. Ces quelques heures peuvent être tout à fait dramatiques quand on pense par exemple que notre personne d'entretien le soir à la débauche assure le ménage dans les bureaux. C'est pourquoi, en tant qu'employeur, il y a une obligation d'équiper ces personnels en charge de l'entretien, du ménage, d'une blouse, de gants, de masques, évidemment des produits d'hygiène adaptés. À défaut, au-delà de pouvoir voir votre responsabilité engagée, vous risquez de mettre en danger une partie de votre personnel et de porter atteinte à sa santé. Ces personnels-là, particulièrement exposés au virus, ou en tout cas au risque, peuvent exercer ce que l'on appelle leur droit de retrait. Alors, qu'est-ce que c'est et comment le mettre en œuvre? Ce qu'il faut indiquer, c'est que, on ne le sait pas toujours, mais le salarié comme l'employeur
ont une obligation de santé, c'est-à-dire que nous devons nous abstenir de mettre en danger nos collègues de travail, et ça signifie également que nous devons préserver notre propre santé, mais aussi celle de nos proches. Et on a un article spécifique dans le Code du travail qui nous le demande. C'est à partir de cette obligation qu'est née la possibilité pour un salarié d'exercer son droit de retrait avec l'article L 4131 du Code du travail. L'exercice du droit de retrait impose certaines conditions. Première condition, il faut un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent. Deuxième obligation, il faut informer préalablement l'employeur de notre volonté d'exercer notre droit de retrait. Et en cas de contentieux, c'est bien entendu la question du danger grave et imminent qui sera regardée. Est-ce qu'on était en présence d'un tel risque? Et est-ce que le salarié a alerté immédiatement et préalablement avant de se retirer son employeur? Troisième condition, il faut prendre en compte un certain nombre de critères qui viennent apprécier la légitimité du droit de retrait ou pas, c'est-à-dire la nature du danger, on va regarder si le poste de travail est exposé ou non au virus, la situation géographique évidemment peut compter, les mesures de protection et de prévention dans l'entreprise peuvent également participer de l'analyse de la légitimité de se mettre en retrait. Si le droit de retrait est exercé à juste titre, dans ce cas-là, l'employeur doit maintenir votre rémunération. Si par contre il conteste l'exercice de votre droit de retrait, il y a une suspension de rémunération qui pourra être pratiquée par l'employeur et vous pourrez être placé en absence injustifiée. S'agissant des salariés qui entendent garder leur enfant et qui, après le 11 mai, n'ont pas la possibilité de voir leur poste de travail en télétravail. Comment faire? Quid de leur situation sur le plan administratif et juridique? Tous les parents qui gardaient leur enfant et qui bénéficiaient d'un arrêt de travail en avril jusqu'à la fin du mois d'avril sont basculés dans le dispositif de chômage technique à partir du 1er mai, ce que l'on appelle le dispositif d'activité partielle. C'est la loi du 25 avril 2020 qui précise ce passage automatique. J'étais en arrêt de travail en avril à raison de la garde de mon enfant de moins de 16 ans. Je passe à compter du 1er mai dans le dispositif d'activité partielle et ce pour les jours et les semaines à venir que compte le mois de mai. Ça signifie que le salaire sera versé à hauteur de 70% du salaire brut mensuel, ce qui représente à peu près 84% du salaire net et jusqu'à 100% pour certaines catégories de travailleurs et certaines conventions collectives. L'employeur, dans ce cas-là, face aux salariés qui sont en arrêt de travail en avril et qui vont passer en dispositif d'activité partielle sur le mois de mai, que doit-il faire? Premièrement, ne plus déclarer d'arrêt de travail sur le site Amélie. Deuxièmement, effectuer un signalement de reprise d'activité par le biais de la DSN, la déclaration sociale nominative. Et troisième étape, procéder à une déclaration d'activité partielle sur le site internet dédié. Quant aux salariés qui n'entendraient pas mettre leurs enfants dans les écoles au mois de mai et au mois de juin, quelles solutions peuvent-ils mettre en place? Si vous avez un arrêt de travail en avril, vous avez poursuite du dispositif de chômage technique sur l'ensemble du mois de mai, y compris si les écoles réouvrent. Il y a donc une reprise du travail qui est facultative en pratique, puisque on permet aux salariés qui ont un enfant de moins de 16 ans, quand bien même l'école réouvrirait au mois de mai, de rester dans une situation d'activité partielle, de chômage technique. Les choses changent par contre à partir du 2 juin 2020, c'est-à-dire que les textes, en l'état actuel de leur rédaction,
conduisent les parents à assumer leur choix de ne pas reprendre le travail si l'on ne souhaite pas mettre nos enfants à l'école en juin, dès lors qu'elle a réouvert cette école. Dans ce cas-là, il n'y aura plus d'arrêt maladie dérogatoire, il n'y aura plus de chômage technique, d'activité partielle. Ce sera une situation de congés payés que l'on pourra poser ou des congés sans solde. Mais là encore, rappelons que les congés, l'employeur peut les refuser. Il y aura donc une période sans nul doute difficile pour beaucoup de parents. Dernière question concernant les arrêts maladie, la question de savoir ce qu'il advient des visites médicales de reprise. Vous savez qu'à l'issue d'un arrêt maladie, il y a une visite de reprise qui doit être effectuée dans les 8 jours de la reprise. L'ordonnance du 1er avril 2020 a prorogé ces visites médicales de reprise jusqu'à 3 mois comptés de la reprise de poste, sauf bien sûr pour les salariés qui auraient un état de santé qui nécessiterait une visite médicale plus précoce. Autre question s'agissant du temps de travail après le confinement. Alors, l'ordonnance du 25 mars 2020 a augmenté les durées de travail possibles. La durée quotidienne du travail peut aller jusqu'à 12 heures. Quant à la durée hebdomadaire du travail, certains en avaient rêvé, le texte de l'ordonnance du 25 mars 2020 l'a fait, nous pouvons travailler à hauteur de 60 heures par semaine. Il faut bien préciser que le repos quotidien doit obéir à une condition de 9 heures, c'est-à-dire qu'un salarié qui débaucherait à 21 heures ne pourrait pas reprendre le travail le lendemain avant 6 heures du matin. 9 heures minimales. L'employeur qui souhaiterait bénéficier de ces durées de travail allongées doit informer les élus du personnel s'il a des élus du personnel dans son entreprise. S'il n'en a pas, il y a une obligation d'information de l'inspection du travail, ce qu'on appelle la directe. Cela étant dit, il faut vraiment s'assurer que l'entreprise fait partie des secteurs d'activité concernés par l'ordonnance et que les catégories de personnel s'inscrivent dans les possibilités de travailler plus dictées par cette ordonnance du 25 mars 2020. S'agissant enfin du dispositif de l'activité partielle. Alors, la levée du confinement met-elle fin automatiquement au dispositif du chômage technique ? La réponse est non. Le Code du travail précise en effet que pour bénéficier du dispositif d'activité partielle, il faut justifier d'une baisse ou d'une suspension d'activité. Dès lors que l'entreprise pourra justifier de ces critères, elle continuera de bénéficier de ce dispositif de l'activité partielle malgré la levée du confinement. Ça signifie que les entreprises qui ne peuvent pas reprendre leur activité au terme du confinement, comme cela est le cas des entreprises de restauration, dans l'hôtellerie, continueront à bénéficier de l'activité partielle. On peut même envisager que ces entreprises aient recours au dispositif du chômage technique pour une partie du personnel, préférant faire reprendre le travail seulement pour une autre partie du personnel sur certains postes de travail qui le nécessiteraient davantage et faire reprendre ensuite la dernière partie du personnel plus tard. Ce panachage est possible dès lors qu'il est justifié par le poste et la nature du poste en question. Si ce format de vidéo synthétique vous a plu, n'hésitez pas à partager ces préconisations, ces conseils auprès du plus grand nombre. Plus nous serons informés, mieux nous agirons pour lutter contre la propagation de ce Covid-19. Merci de votre confiance, à bientôt.